Avant de parvenir au Tibet, Pékin sera la première étape du voyage. Un retour dans la capitale chinoise, 7 ans après ma première visite. Les douves qui protégeaient la cité interdite sont devenues un lieu de promenade et de pêche. Sous la porte de Duanmen, les jeunes recrues de l'armée populaire s'entraînent à marcher au pas cadencé. L'imposante porte du Midi marquait l'entrée de la cité pourpre de l'empereur de Chine. Du haut du pavillon central, l'empereur présidait les cérémonies militaires et proclamait le nouveau calendrier. Au nord de la porte du Midi s'étend la cour extérieure, jusqu'à la porte de l'harmonie suprême, malheureusement dissimulée par les échafaudages. La vaste cour est traversée par la rivière aux eaux d'or, que l'on franchit par l'un des 5 ponts de marbre. Partout dans le palais, de grands chaudrons servaient à stocker l'eau en cas d'incendie. Pour qui découvrait la cité interdite cette année, la visite était frustrante. En préparation des Jeux Olympiques de 2008, les principaux bâtiments étaient en restauration, inaccessibles et cachés par les échafaudages, comme ce palais de l'harmonie suprême. Le mur aux 9 dragons était censé protéger des mauvais esprits l'entrée de la résidence privée de l'empereur. La salle de la perfection impériale était au XVIIIe siècle un lieu de réception officielle. Elle abrite aujourd'hui quelques-unes des collections du musée de la cité interdite. Revoir la cité interdite fut un réel plaisir, mais que cette visite aurait été frustrante si elle avait été la première. Mais cette année, tout Pékin était en travaux, et la cour du Temple des Lamas se préparait pour accueillir les touristes des futurs Jeux Olympiques. Le Temple des Lamas est le premier monument que j'ai visité lors de mon premier voyage en Chine. Au temps de sa splendeur, au XVIIIe et XIXe siècle, ce monastère hébergea 300 lamas tibétains, mongols et mandchous. Sous les empereurs mandchous, le temple des lamas avait acquis une grande importance politique qui s'étendait jusqu'au Tibet. À la chute de l'Empire, avec l'instauration de la République, le temple tomba en décadence. Dans les années 50, quand la Chine imposa sa mainmise sur le Tibet, le régime décida de faire du temple un symbole des relations anciennes avec les autorités tibétaines. Le temple des lamas fut alors un des rares à échapper aux destructions de la révolution culturelle. 50 ans plus tard, cette fillette, priant le Bouddha, un sac Barbie sur les épaules, est comme un symbole de la Chine d'aujourd'hui. Le bâtiment le plus impressionnant du temple des lamas est le pavillon des 10 000 bonheurs. Il avait été construit en 1750 pour abriter une statue du Bouddha offerte par le 7e Dalai Lama à l'empereur de Chine. Le Bouddha mesure 26 mètres, il est taillé dans le tronc d'un arbre de santal.
tuiles d'arête sont ornées de personnages qui protègent les bâtiments contre les mauvais esprits. En tête du cortège, le prince Min chevauche une poule. À 2 pas du temple des lamas, la porte de la Grande Étude donne accès au collège impérial. Mais là encore, les travaux pré-olympiques masquaient le pavillon du disque de jade. Sur les balustrades de marbre, des tablettes de vœux pour susciter la réussite aux examens. Près du collège impérial, le temple de Confucius n'échappe pas aux travaux de restauration. Là encore, je me suis réjoui d'avoir déjà visité ces bâtiments, car pour les redécouvrir, il faudra patienter jusqu'aux Jeux Olympiques de 2008. La mutation de Pékin ne porte pas que sur les bâtiments impériaux. Nike, Adidas rivalisent déjà sur les enseignes. Dans les rues, les vélos traditionnels tendent à laisser place à la circulation automobile. Le soir, les néons s'éclairent pour afficher les grandes marques mondiales. La rue piétonne Wangfujing est la principale artère du shopping à Pékin. Non loin de là, c'est la relève de la garde devant la célèbre porte Tiananmen, la porte de la paix céleste. Après cette étape pékinoise, nous prenons l'avion vers Lanzhou, à 1200 km de Pékin. C'est la capitale de la région du Ganzhou. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Chine du Leuce, largement irriguée par les eaux du fleuve Jaune, descendues du Tibet. Dans cette région fortement agricole, l'habitat traditionnel est construit en briques de terre. Au fil des siècles, la route de la soie conduit vers le Gansu une importante minorité musulmane, les Rue. Dans chaque cour, un chauffe-eau solaire sur lequel bout l'eau du thé. Parfois, le chauffe-eau voisine avec l'antenne satellite. La petite ville de Ningxia était une étape importante sur la route de la soie entre Lanzhou et Huangguan. Elle est aujourd'hui le chef-lieu d'un district autonome Rui. Avec ce minaret en forme de pagode, l'islam prend un tour chinois. Et la nouvelle mosquée de Ningxia habille de décorations chinoises la salle de prière musulmane tournée vers son mihrab. Chez les commerçants Rui, le tapis de prière est traditionnel ou sponsorisé. Cet homme qui passe porte des lunettes en verre de cristal taillé, spécialité de Ningxia. À la campagne, c'est la saison des moissons et du battage. Nous sommes à 2920 mètres d'altitude. La rivière Dacia traverse le village de Xiahe, peuplé d'une majorité de Tibétains. Nous y croisons notre premier troupeau de yaks. Dans cette province de l'Amdo, nous ne sommes pas encore dans la région autonome du Tibet, telle que la définissent les Chinois. Mais la population,
Son habitat et son mode de vie sont bien tibétains. Bâti entre les montagnes et la rivière Dacia, la Brangue est l'un des 6 grands monastères de la secte des Bonnets jaunes, les Gelugpa, dont sont issus les Dalai Lama. Le chemin de pèlerinage qui entoure le monastère de la Brangue compte plus de 1100 moulins à prière que font tourner moines et pèlerins pour acquérir des mérites en portant ainsi leurs prières vers le Bouddha. Le stupa de Guntang a été reconstruit en 1992. À sa base, il abrite des alignements de moulins à prière. Le toit doré du grand stupa, décoré de bodhisattvas, est emblématique du paysage de la Brangue. L'origine du monastère remonte à 1709. À son apogée, la Brangue comptait 4000 moines qui furent décimés pendant la révolution culturelle. Les bâtiments avaient aussi beaucoup souffert, mais progressivement, ils ont été reconstruits. Aujourd'hui, 1200 moines, venus de toutes les régions avoisinantes, se répartissent dans les 6 grands collèges. À l'origine, le Bouddha ne pouvait être représenté, et des stupas comme celui-ci en étaient le symbole. Les pèlerins en font le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, en récitant des mantras et en faisant tourner leur moulin à prière. À la Brangue, les visites se font en groupe, sous la conduite d'un moine qui fait office de guide. Il n'est pas permis de filmer dans le monastère, et les seules images permises seront celles de ces étonnantes statues en beurre de yak confectionnées pour le Nouvel An tibétain. Face au monastère, l'emplacement où les moines étendent un immense tanka pour le Nouvel An. L'après-midi sera l'occasion d'une belle promenade à vélo dans les ruelles de Siahe et la campagne environnante.
Au-delà de Siahe, à plus de 3000 mètres, s'étendent d'immenses prairies d'altitude. C'est le royaume des Edelweiss et des bergers qui passent avec leurs moutons à moto. Parfois la route s'interrompt, le temps de terminer quelques travaux de terrassement. Quelques villages isolés sont installés le long de l'unique route. Sur ces immenses étendues, les bergers tibétains font paître leurs troupeaux de yaks. Les paysages de cette région de l'Amdo, méconnus, resteront parmi les plus beaux du voyage. Avant d'arriver à Tongren, nous traverserons un village dont les habitants étaient occupés aux travaux de la moisson. Les bouses qui sèchent sur le mur serviront de combustible. Un alignement de stupas précède l'entrée du monastère de Fudun. Les 60 moines appartiennent à l'ordre majoritaire tibétain des Gelugpa, plus connu en Occident sous le nom de bonnet jaune. Le monastère allait nous réserver quelques surprises. Tout d'abord, l'interdiction de sa grande salle de prière aux visiteuses féminines. Ce fut la seule fois du voyage. Mais la seconde surprise fut bien plus inattendue. Au pied de la statue de Tsongkhapa, le moine fondateur de l'ordre des bonnets jaunes, était exposé l'habituel portrait du 10e Panchen Lama, mais aussi plusieurs images du 14e Dalai Lama, le célèbre Tenzin Gyatso. Dalai Lama signifie océan de sagesse. Il est la réincarnation d'Avalokitesvara, le bodhisattva de la compassion.
Exilé depuis près de 50 ans, le 14e réclame pour les Tibétains non pas l'indépendance, mais l'accès à une autonomie véritable. Quelques jours plus tard, à Lhasa, notre guide tibétaine nous confirma que de telles images étaient toujours inconcevables dans un monastère de la région autonome du Tibet. Là-bas, le 14e Dalai Lama est considéré par les autorités chinoises comme un opposant politique. C'est grâce à leur situation un peu plus isolée, à l'extérieur du Tibet, que des monastères tels que Wudun bénéficient d'un peu plus de liberté. Sous la révolution culturelle, la plupart des monuments religieux avaient été détruits par les gardes rouges. Depuis quelques années, on reconstruit de nouveaux bâtiments dans les monastères, comme ce temple dédié à Avalokitesvara, le bodhisattva de la compassion. Le monastère de Wudun cultive une tradition d'art religieux qui s'exprime dans le travail de ce moine sculpteur et dans la peinture des tankas. Le tanka est une peinture sur étoffe. Il est destiné à être suspendu dans les salles de prière des monastères. Les moines, peintres de tanka, suivent un enseignement spécifique pour en connaître la structure et la symbolique. Les tankas représentent le plus souvent des mandalas ou des personnages du bouddhisme tibétain. Des rouleaux de prière flambant neufs entourent l'enceinte du monastère de Longwu. On reconnaît un temple aux bannières de victoire qui se dresse à chaque angle, et au centre, à la roue de la loi, entre deux antilopes. Dans le vestibule, la porte d'entrée est entourée des Lokapala, 4 grands rois présidant aux 4 coins du monde et aux 4 saisons. Près du temple s'élèvent les lieux de vie communautaires des moines et les bâtiments d'habitation. Longwu a conservé quelques vieux bâtiments en bois, comme cette ancienne cuisine. La boulangerie est plus moderne. Dans une salle de repos, un moine pose nonchalamment près du portrait du Dalai Lama et sous le drapeau tibétain interdit au Tibet. Il est assez rare que la salle de prière soit surmontée, comme ici, de 2 roues de la loi. Leurs rayons symbolisent les 8 sentiers qui, selon le Bouddha, mènent à la libération de la souffrance. Notre route se poursuit à travers les paysages minéraux
de la province du Qinghai. Avant de parvenir au Tibet, je vous propose au cours d'une promenade dans le beau monastère Ming de Kutan un petit rappel des bases de la philosophie bouddhique. L'enseignement de Bouddha repose sur l'idée que toute la vie est souffrance, et la principale cause en est le désir, suscité par les poisons que sont l'avidité, la colère et l'envie. À cause du désir, les hommes sont condamnés à renaître dans le cycle des réincarnations, le samsara. Le monde dans lequel chacun renaît dépend de la somme de ses bonnes et de ses mauvaises actions, son karma. Pour échapper au cycle des renaissances, il faut donc triompher de ses désirs en suivant les 8 branches de l'octuple sentier. La première branche est la compréhension juste, qui consiste à reconnaître que la vie est souffrance et que pour en triompher, il faut vaincre le désir. La deuxième branche est la pensée correcte, la libération de l'esprit de toute malveillance ou cruauté. Les autres branches exigent de s'abstenir de tout abus, de toute tromperie, de faire preuve de gentillesse, d'être dénué d'égoïsme, de développer les vertus et réfréner les passions, et de pratiquer la méditation. Ainsi, la souffrance et le cycle des renaissances seront brisés. Le but ultime de l'enseignement de Bouddha est d'aboutir à cette délivrance. C'est le nirvana. C'est sans doute un lama du monastère qui a envoyé ces jeunes moines accomplir quelques prosternations pour améliorer leur karma. Nous sommes au monastère de Kumbum, dont ces 8 chortènes marquent l'entrée. La célèbre aventurière Alexandra David Néel étudia à Kumbum de juillet 1918 à février 1921. De là, elle partira à pied vers le Tibet, déguisée en mendiante, pour le voyage mythique qui fera d'elle la première européenne à atteindre Lhasa en 1924. Le monastère de Kumbum est très vénéré par les bouddhistes, car il a été bâti sur le site sacré de la naissance de Tsongkhapa, le fondateur de la secte des bonnets jaunes. Malgré la beauté des lieux, la visite de Kumbum fut pour moi la moins agréable du voyage, gâchée par les nombreux groupes de touristes chinois qui visitaient bruyamment le monastère. L'endroit le plus sacré du monastère est protégé par ce temple. Il abrite l'arbre de santal, miraculeusement poussé sur le lieu même de la naissance de Tsongkhapa. La prosternation est une tradition essentiellement tibétaine. De ses mains jointes, le pèlerin touche son front, sa bouche et son cœur, symbole de l'esprit, de la parole et du corps. Il montre ainsi sa foi et acquiert des mérites pour améliorer son karma. Nous avons embarqué à Xining, la capitale de la province du Qinghai, pour un vol qui nous conduit vers Gongkar, l'aéroport situé 90 km à l'est de Lhasa. Nous sommes à 3400 mètres d'altitude, sur la rive gauche du fleuve Yarlung Tsampo, plus connu sous son nom sanskrit, le Brahmapoutre.
Perché au sommet d'une colline, le Yombo Lakang appartient à la légende du Tibet. Elle fait remonter son origine au premier roi tibétain, au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'actuel Yombo Lakang est en fait une reconstruction de 1982 du bâtiment originel totalement détruit pendant la Révolution culturelle. Les modestes salles de l'ancien palais ont été transformées en un temple Gelugpa gardé par de vieux moines. Derrière le château, un petit chemin mène à un sanctuaire consacré au dieu de la montagne. Tout autour, des pèlerins ont déposé les bannières de prière. Au passage d'un col, chaque pèlerin dépose une pierre au-dessus d'un latse qui tirera sa forme des efforts de tous ceux qui sont passés. Les drapeaux de prière répondent à la même motivation, à la fois offrande et marque de passage pour guider les pèlerins. Nous sommes à 3600 mètres d'altitude sur la rive droite du fleuve Yarlung Tsampo en direction du monastère de Samye. Du haut de ce shorten s'ouvre une vue sur le monastère en forme de mandala dont le temple principal figure le mont Meru, centre de l'univers pour les Tibétains. Ces nonnes portent une coiffe de pèlerinage qui protège leur visage du soleil. Les shortens de couleur, construits à chaque angle du monastère, avaient été détruits pendant la Révolution culturelle. Ils ont été reconstruits récemment. Construit au milieu du 8e siècle, Samye est le premier monastère tibétain. À ce titre, il joue un rôle essentiel dans la progression du bouddhisme au Tibet. Le Jowokang est la chapelle la plus sacrée du monastère. Elle abrite une statue de Sakyamuni, le Bouddha historique, qui vécut en Inde vers 500 ans avant Jésus-Christ. Il est entouré de grandes statues de bodhisattvas. Des moulins à prière entourent le rez-de-chaussée du mur d'enceinte, dont le premier étage est occupé par les cellules des moines. Aux angles du mandala, les shortens de couleur, reconstruits récemment.
Le troisième niveau du temple et le toit en or avaient été entièrement détruits par les gardes rouges, et cela en dépit du classement de Samié comme site culturel protégé par le PC chinois. La reconstruction du bâtiment, financée par le 10e Panchen Lama, fut achevée en 1989. Au deuxième étage, une rangée de lions des neiges supporte la toiture. Un corridor fait le tour du deuxième étage pour donner accès, par un escalier de bois, au troisième niveau. C'est cet étage, de conception indienne, qui fut reconstruit à l'instigation du 10e Panchen Lama. Du haut du temple principal, on découvre l'enceinte ovale dans laquelle s'inscrit le plan du mandala de Samié. Une fois ressortis du temple, nous emprunterons le chemin que parcourent les pèlerins autour du monastère. Cette marche est répétée plusieurs fois, dans le sens des aiguilles d'une montre, et accompagnée de prières. Cet acte de dévotion permet de se concentrer spirituellement et d'acquérir des mérites. À quelques kilomètres de la vallée du Brahmapoutre, le village de Mondrupchang est constitué de beaux bâtiments de pierre. Le village est calme, habité seulement par quelques familles d'agriculteurs. Cette cheminée porte des symboles religieux, tant bouddhiques que d'origine indienne. Par le chemin qui mène en haut du village, on parvient devant l'imposante façade du monastère de Mindroling. Malgré de multiples destructions, le bâtiment principal a gardé de beaux murs de pierre. Fondé au XVIIe siècle, ce monastère fut l'un des plus importants de l'ordre des Nyingmapa, l'école des anciens, dont l'enseignement est basé sur l'étude de textes sacrés qui auraient été dissimulés par d'anciens maîtres au IXe siècle et redécouverts bien des siècles plus tard. L'école d'Inyingmapa est la plus orientée vers le tantrisme, avec des pratiques inspirées du chamanisme, comme le faiseur de pluie, l'exorciste ou le devin, ce qui l'a fait regarder avec un brin de suspicion par les autres courants du bouddhisme tibétain. La chapelle principale abrite une statue du Bouddha Sakyamuni. Nous sommes sur le toit du monastère qui ouvre de jolies vues sur la cour et au-delà vers la vallée de Drachi.
la cour, cet escalier conduit à la grande salle où se réunissent la trentaine de moines de Mindroling. Avant l'arrivée des Chinois au Tibet, le monastère comptait plus de 300 moines. Dans la cuisine du monastère sont entreposés les traditionnels barattes à beurre et les récipients pour verser le thé au beurre de yak. Le four est installé en position centrale, les fumées s'échappent par le toit. À notre arrivée à Lhasa, l'ambiance est joyeuse et Ishi, notre chauffeur, a toujours le sourire, tout comme Lola, notre guide tibétaine. Sur notre gauche se profile la silhouette majestueuse du monument le plus célèbre du Tibet, le Potala, le palais des Dalai Lama. Des constructions traditionnelles tibétaines s'élevaient au pied du Potala. Elles ont été remplacées par une immense place à la chinoise. Malgré l'influence chinoise, Lhasa reste le cœur et l'âme du Tibet. Indifférents à la circulation automobile qui passe près d'eux, les pèlerins continuent de se prosterner au pied du Potala. L'actuel Potala a été construit au XVIIe siècle, sur la colline de Marpori, la même où 1000 ans plus tôt, le grand roi Tongsen Sampo avait fait édifier son palais. Dans le palais rouge se déroulaient les activités religieuses. Le palais blanc abritait les appartements du Dalai Lama et les locaux d'administration. Au départ en exil du Dalai Lama, en 1959, le Potala cessa d'être un lieu de pouvoir. Dans les années 60, c'est Chou Enlai qui l'épargna des destructions de la révolution culturelle. L'ancien palais est désormais un musée. Au pied de la rampe d'accès, les 13 étages de bâtiments impressionnent. Progressivement, la vue s'étend sur le village de Jol, qui appartenait au Potala, puis vers la nouvelle plage chinoise. L'ascension est lente car le souffle est court. Nous sommes à 3700 mètres d'altitude. La cour de Dayangchar s'ouvre sur le palais blanc, où commence la visite de l'intérieur du Potala. Mais au-delà, il n'est pas permis de filmer dans les innombrables salles et chapelles où vécurent les Dalai Lama. Dans les appartements privés, nous n'avons vu aucun portrait de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Mais les nombreuses offrandes des pèlerins témoignent de sa présence spirituelle ininterrompue malgré son exil à Dharamsala en Inde du Nord. À 3 km à l'ouest du Potala, le Norbulinka était la résidence d'été des Dalai Lama. Dès le XVIIIe siècle, le 7e Dalai Lama venait se baigner dans les eaux du Tsokil Potrang, un lac naturel alimenté par une source médicinale. Ce palais était l'œuvre du 14e Dalai Lama, qu'il n'eut le temps d'occuper que pendant 3 ans. À 5 km au nord de Lhasa s'étend le monastère de Sera, l'un des plus importants
pour les Gelugpa, l'ordre des bonnets jaunes. Sera a été fondée en 1419 par un des principaux disciples de Tsongkhapa, et à son âge d'or, le monastère comptait plus de 5000 moines et novices. Aujourd'hui, environ 300 moines occupent les lieux. Le Dzogchen date de 1710, c'est le bâtiment le plus important de Sera. Il s'ouvre par ce portique à colonnes dont les peintures murales ont été fraîchement restaurées. À l'intérieur, le Dukang, le grand hall d'assemblée où se réunissent les moines. Dans les chapelles, on retrouve de grands personnages du bouddhisme, les Arhats, les premiers moines, Sakyamuni, le Bouddha historique, Maitreya, le Bouddha du futur, Sakya Yeshe, le fondateur du monastère de Sera. Près de lui, Avalokitesvara, le Bodhisattva de la compassion. Au-dessus du hall d'assemblée, des bâtiments monastiques richement décorés. À chaque fin d'après-midi, dans la cour du plus important collège de Sera, se tient entre les moines le traditionnel débat philosophique. On aimerait pouvoir comprendre la nature de ces débats et les échanges entre les moines, dans lesquels l'humour ne semble pas absent. Situé à 8 km à l'ouest de Lhasa, le monastère de Drepung a été fondé au début du XVe siècle par l'un des principaux disciples de Tsongkhapa, Jamyang Choje. Le monastère est construit sur le flanc de la montagne qui entoure Lhasa, et le chemin des pèlerins s'élève progressivement vers les bâtiments religieux qui se répartissent sur plus de 2 hectares. Dès le XVIe siècle, Drepung fut le centre des pouvoirs politiques et religieux au Tibet. Il le resta jusqu'à la construction du Potala. Dans les cuisines du monastère, un chiot tibétain joue les cabots. À son apogée au XVIIe siècle, sous le 5e Dalai Lama, ce monastère était le plus grand du monde, avec une population
de plus de 7000 moines. L'escalier qui monte vers le palais de Ganden est honoré par les pèlerins. Les marches centrales sont réservées au Dalai Lama. Derrière le palais de Ganden, 4 collèges enseignaient aux moines, chacun dans des disciplines différentes. Dans le hall d'assemblée du collège tantrique, les vitrines sont remplies de centaines de statuettes de lamas. Les pèlerins s'inclinent devant le trône d'un Dalai Lama. Le Dzogchen est le plus grand bâtiment du monastère. Cet immense hall d'assemblée impressionne avec ses bannières et ses tankas. Au fond de ce Dukang se succèdent les statues de Bouddha et celles des Dalai Lama. Le grand 5e qui donna son essor à Drepung, le 13e avec derrière lui le fondateur du monastère. Ce monastère en apparence paisible est à l'image du Tibet. En octobre 2005, les responsables chinois y ont conduit une campagne d'éducation patriotique, contraignant les moines à signer des déclarations dénonçant le Dalai Lama comme un dangereux séparatiste et reconnaissant le Tibet comme une partie de la Chine. Un jeune moine est mort dans des conditions mystérieuses à la suite d'une de ces sessions d'éducation et 5 autres ont été torturés. 400 moines du monastère ont manifesté pacifiquement, mais Drepung a été bouclé pendant plusieurs semaines par les forces spéciales chinoises. Tout ceci se passait quelques mois seulement avant notre visite. Nous revenons à Lhasa, au cœur de la vieille ville, dans ce qu'il faut bien appeler le quartier tibétain, tant la ville est devenue chinoise. Le Dzogchen est le sanctuaire le plus sacré du Tibet. Depuis des siècles, les pèlerins se prosternent dans la cour qui précède son portique d'entrée. C'est au milieu du 7e siècle que le roi Dzongchen Zangpo fit construire le Dzogchen pour abriter une statue du Bouddha connue sous le nom de Jowo Sakyamuni que lui avait apporté en dot sa seconde épouse, la princesse chinoise Wensheng. Le caractère sacré du Dzogchen interdit d'en filmer l'intérieur, avec ses multiples chapelles, remaniées et enrichies au fil des siècles. Nous sommes au premier étage du temple extérieur. Au centre se trouve le sanctuaire du Dzogchen. Sur le fronton du Dzogchen, les symboles traditionnels des temples bouddhistes. Devant l'entrée du temple, les pèlerins perpétuent
le cycle ininterrompu des prosternations. Au loin se dresse la silhouette imposante du Potala, devant laquelle on a placé un drapeau chinois. Comme le veut la tradition du pèlerinage tibétain, les pèlerins font le tour du Jokong, dans le sens des aiguilles d'une montre, en empruntant le Barkor, le chemin qui entoure le temple. De part et d'autre du Barkor, les échoppes autrefois destinées aux pèlerins vendent désormais aux touristes tout un bric-à-brac d'objets religieux ou profanes. Le Barkor est un endroit sensible, toujours surveillé par les policiers chinois. Un peu plus tard, devant le Jokong, je vis l'un d'entre eux, armé d'un morceau de tuyau d'arrosage, qui faisait déguerpir quelques mendiants tibétains.